En septembre 2000, j'ai eu l'opportunité et la chance d'être invité dans une expédition internationale autour du bouclier guyanais en Amérique du Sud. Et à cette occasion, j'ai pu étudier un phénomène extraordinaire en hydrologie qui est la défluence du Cassicar, où un cours d'eau donc se divise en deux bras pour alimenter deux bassins versants. Alors cette partie, le Cassicar, sera le centre de la conférence. Et puis par la suite, ma foi, je me suis intéressé un peu aux différents types de connexions interfluviales qu'on peut trouver de par la planète. Alors je vais vous en présenter une douzaine durant la deuxième partie de la conférence. Et ça nous permettra, en fait, voilà, c'est un peu l'objectif de la conférence, c'est de vous proposer un tour du monde avec un fil conducteur assez original, c'est-à-dire qu'on va rechercher les interconnexions fluviales qui peuvent se trouver autour de la planète. Alors avant toute chose, je vais faire quelques petits rappels d'hydrologie. Je m'excuse pour les hydrologues qui sont sur place, ça va leur paraître des banalités, mais c'est peut-être important pour qu'on puisse comprendre au mieux le reste de mes propos. Alors on a tous appris à l'école qu'un bassin versant est délimité par sa ligne de partage des eaux. Alors j'ai pris ici l'exemple du bassin de l'Orénoque, qui se situe donc au nord de l'Amérique du Sud. Et la ligne de partage des eaux est dessinée ici en verte. C'est une ligne au sein de laquelle toutes les gouttes d'eau de pluie vont se diriger vers des petits talwegs dans lesquels qui vont se réunir les uns les autres pour former des ruisseaux, puis par la suite ils vont confluer pour former des cours d'eau un peu plus importants, et puis toutes ces rivières vont se diriger vers le drain principal qui est le fleuve. Donc au sein d'un bassin versant, on a donc un réseau hydrographique dans lequel le terme qui revient le plus souvent, ce sont les confluences, les cours d'eau qui se regroupent pour former donc au final le drain principal. Et un fleuve, c'est défini donc par sa source, qui est le point d'alimentation le plus éloigné de son exutoire, qui en général est un exutoire marin. Il peut y avoir des exutoires lacustres dans les bassins endoréiques. Je vais vous parler dans la deuxième partie du lac Tchad en Afrique centrale. Et enfin, un cours d'eau est défini par son cycle hydrologique. Alors la particularité du cycle hydrologique de l'Orénoque, c'est que c'est un cycle assez doux, hein, on n'a pas des crues flash, puisque c'était vraiment un très grand bassin. Cet hydrogramme il provient de la station de Ciudad Bolívar qui est en amont du delta de l'Orénoque. Alors, la particularité de ce cycle, c'est qu'il est unimodal, il y a une crue et un étiage, mais il est très contrasté. On a des étiages extrêmes très prononcés, de l'ordre de 2000 m3 s. Il faut savoir que le débit du Rhône, c'est 1700 m3 s à Beaucaire. Et on a des crues qui peuvent atteindre, des crues exceptionnelles qui peuvent atteindre 80 000 m3 s. Donc on a quand même un facteur de 40 entre les étiages et les crues. Cela implique qu'il y a un marnage important. C'est important de garder en tête cette notion de marnage, c'est-à-dire une différence entre les hautes eaux et les basses eaux qui peut dépasser 16 mètres. Alors une fois qu'on a vu, vous voyez c'est rapide, ces bases en hydrologie, je vais disserter un peu sur les notions de confluence et de défluence. Donc confluence, tout le monde l'a compris, c'est la jonction de deux cours d'eau ou de deux bras d'un même cours d'eau. C'est ce qu'on trouve souvent en aval des îles fluviales. Ici on a les îles de la Cité à Paris. Donc en aval on a la confluence des deux bras de la Seine, qui elle-même s'est divisée en deux bras en amont de l'île fluviale. Donc en rouge, ce sera toujours les défluences dans ma présentation, et les flèches en bleu, les confluences. Les défluences, somme toute, il y en a beaucoup dans la nature, mais en général, ça se passe toujours au sein du même bassin versant. Ici, par exemple, nous avons des défluences au niveau du delta de l'Orénoque, qui va se diviser en plusieurs bras avant de se jeter dans l'Atlantique. On a une défluence emblématique pas loin de chez nous, qui est celle du Rhône. Au niveau de Beaucaire-Tarascon, le Rhône va se diviser en deux bras, qui va entourer la plaine de la Camargue. Les deltas ne sont pas toujours maritimes, ils peuvent être intérieurs. Là, nous nous trouvons toujours au sein du bassin de l'Orénoque, dans son cours supérieur, et dans des zones de pénéplaine. Par exemple, ici, nous avons l'arrivée d'un affluent qui vient du bouclier guyanais, qui s'appelle le Ventuari. On se trouve dans une zone de pénéplaine. Donc, au niveau de la confluence, eh bien, les eaux vont divaguer, vont isoler plusieurs îles fluviales.
ce qui va constituer autant de défluence que de confluence. On est dans une zone donc un peu de dépression. Les confluences et les diffluences, on les trouve sur les canaux qui jouxtent les cours d'eau. Ici, on se trouve dans le bas cours de l'Orénoque et en crue, donc la crue c'est août-septembre, eh bien l'excédent d'eau de l'Orénoque va se déverser dans la plaine d'inondation latérale. Ici, nous avons même un lac dans cette plaine d'inondation latérale. Et donc, d'ailleurs, sur le bas cours de l'Orénoque, il y a une île fluviale avec donc une défluence et une confluence en amont et en aval. Et ce canal, donc le canal qui se trouve sous la flèche rouge, c'est un canal naturel, va jouer le rôle de défluence en crue. Vous voyez là le lac qui est plein et on voit uniquement la cime des arbres qui dépasse de ce lac. Le même lac en saison sèche montre une baisse de niveau de plus de 10 mètres. Il y a des laissés de crue d'ailleurs qui se trouvent dans la canopée. Et le fameux canal en question va jouer le rôle cette fois-ci de confluence. On voit que le niveau de l'Orénoque a baissé, on est en étiage, on voit des bancs de sable apparaître. Et donc toutes les plaines d'inondation latérales vont se vidanger préférentiellement par ce canal qui change de sens au cours du cycle hydrologique en jouant le rôle de défluence ou de confluence en fonction des saisons. Vous avez une photo du canal ici. Il y a plus de 10 mètres entre son fond et les berges qui sont inondées en saison des pluies. Lorsque le débit est maximum dans ce canal, eh bien, le débit dépasse celui du Rhône, pour vous donner une idée des masses d'eau en jeu. Alors, une fois qu'on a vu toutes ces principales notions de confluence et de défluence, par la suite, donc, je vais vous proposer de faire le tour un peu de la planète pour voir une douzaine de connexions interfluviales, mais cette fois-ci qui alimentent deux bassins différents. On ne sera plus dans le même bassin versant. Alors d'abord, on va se diriger vers le canal du Cassicar. J'ai demandé à un de mes collègues informaticiens de me faire une petite animation vidéo avec Google Earth. Alors le canal du Cassicar se trouve, à la particularité d'être franchement inaccessible, il se trouve aux confins de la Colombie, du Venezuela et du Brésil. Vous voyez ici le bouclier guyanais, constitué par ce massif montagneux. L'Orénoque contourne le bouclier guyanais et est relié naturellement, ce n'est pas un canal anthropique, il est relié naturellement au bassin de l'Amazone qui est au sud. Le canal, l'intégralité du canal, lui, se trouve au Venezuela, au sud du Venezuela. Alors, pour vous donner une idée un peu de la physiographie de la région, je vais vous montrer un petit clip vidéo d'1 minute. Alors, pour prouver que c'est vraiment un lieu difficile d'accès, il n'y a pas de réseau routier, bien évidemment. On a pu y accéder avec des hélicoptères de l'armée vénézuélienne, qui contournent les massifs des tépuis. Les tépuis, ce sont des reliefs tabulaires à plus de 500 ou 1000 mètres d'altitude. C'est là que se trouve le Salton en Rel, la chute d'eau du monde, la plus haute du monde, avec plus de 995 mètres de vertical. Voici l'Orénoque qui coule de la gauche vers la droite. Et ce bras d'eau là, ce n'est pas un confluent, c'est la défluence de l'Orénoque. Donc une partie du fleuve part au fin fond pour alimenter le bassin de l'Amazone, ce qui est a priori contre nature. Alors ce canal, bien évidemment, il était connu depuis la nuit des temps par les populations autochtones qui vivent dans le secteur. Ce sont essentiellement des populations nomades, dont font partie d'ailleurs les fameux Yanomami qui vivent au sud du Venezuela et au nord du Brésil. Mais les Occidentaux en ont entendu parler pour la première fois au retour du voyage de La Condamine en 1745, lorsqu'il était parti explorer les régions équinoxiales pour définir où passait la ligne de l'équateur dans la cordillère des Andes. Puis par la suite, il a quitté Quito, donc la capitale du pays qui porte le nom de la ligne de l'équateur, pour se diriger vers l'Atlantique en traversant le bassin amazonien. Et durant son périple, il a entendu parler d'un canal naturel qui reliait donc le bassin de l'Orénoque et le bassin de l'Amazone. Lorsqu'il a fait état de son témoignage à l'Académie des sciences de Paris, il a été fortement contesté par Philippe Buache, qui était le géographe du roi et qui
a critiqué ces propos en les traitant d'une monstrueuse erreur géographique, tant il était impensable de croire qu'un canal naturel pouvait couper perpendiculairement la ligne de partage des eaux entre deux bassins. Il a fallu attendre 50 ans pour que deux autres occidentaux, le naturaliste allemand Alexander von Humboldt, accompagné du botaniste français Aimé Bonpland, puissent naviguer pour la première fois sur ce canal en 1800 et attester de son existence auprès de la communauté scientifique. Alors vous avez donc ici la physiographie du bassin de l'Orénoque. C'est un bassin qui a une autre particularité, il est totalement dissymétrique. En sa rive droite, eh bien, se trouve le bouclier guyanais que le fleuve va contourner. En sa rive gauche, il y a une immense plaine de sédimentation qui est bordée à l'Occident, sur sa partie occidentale par la cordillère des Andes et sur sa partie nord par la cordillère côtière qui est un prolongement de la cordillère des Andes. La source, c'est aussi important à mentionner, la source de l'Orénoque, c'est le mont Delgado Chalbo, qui a été découverte récemment, simplement en 1951, par une mission franco-vénézuélienne. Alors, ce canal donc a été peu étudié. Il faut quand même mentionner un relevé bathymétrique très précis qui a été réalisé en 1943 par le corps des ingénieurs de l'armée américaine. Alors on peut se demander pourquoi les Américains se sont intéressés au canal du Cassiquiare à ce moment-là. Il faut savoir qu'on était en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale et les Américains avaient besoin du latex produit par les EVA au cœur du bassin amazonien. Ce latex était exporté par l'Amazone, par voie fluviale, et ensuite était chargé sur des navires maritimes qui remontaient la côte de l'Amérique du Sud. Mais les Allemands avaient eu vent de ce commerce et avaient positionné donc des sous-marins qui détruisaient les convois de latex. Donc les Américains se sont dit, pour pouvoir continuer à construire les pneumatiques nécessaires à nos engins, on va essayer de faire transiter ce latex par le cœur du continent sud-américain, mais comme il n'y avait pas de réseau routier, ils se sont dit on va aménager le canal du Cassiquiare pour le rendre navigable pour nos convois de marchandises. L'idée était ensuite de redescendre le cours de l'Orénoque, de déboucher dans l'Atlantique par le delta de l'Orénoque qui se trouve juste au sud de l'île de Trinidad et Tobago, et ensuite de traverser la mer semi-fermée des Caraïbes, de rejoindre le golfe du Mexique, puis le delta du Mississippi et le cœur de l'Amérique du Nord. Et puis heureusement, la Deuxième Guerre mondiale a pris fin et le canal est retombé dans son oubli. Ce n'est que quelques décennies plus tard que les premières explorations scientifiques ont eu lieu, mais de manière très ponctuelle, vu la difficulté d'accès du canal. C'était des expéditions qui se faisaient durant quelques semaines, une ou deux fois par an, durant la période 1970-1985, et le canal est retombé de nouveau dans son oubli chronique. Vous avez ici donc l'endroit où se trouve ce fameux canal. Alors, donc ce canal sa situation se trouve dans le cercle noir ici. Il dessert donc deux bassins versants, le bassin de l'Orénoque qui a un débit moyen annuel de 38 000 m3/s. C'est donc le deuxième fleuve d'Amérique du Sud en termes de débit, le troisième du monde après bien évidemment l'Amazone et puis après le Congo en Afrique centrale. Enfin, l'Orénoque et le Congo se talonnent, le Congo a 40 000 m3/s. C'est un bassin qui a 1 million de km² et le bassin de l'Amazone qui est au sud donc, couvre plus de 6 millions de km² avec des débits qui atteignent quasiment 210 000 m3/s. Le débit, c'est le module, le débit moyen annuel. Alors pour se fixer les idées, le débit de l'Orénoque c'est plus de 20 fois le débit du Rhône à Beaucaire. Le débit de l'Amazone c'est plus de 120 fois celui du Rhône. Au final, le débit de l'Amazone c'est plus de 5 fois le débit de l'Orénoque. Vous avez ici en violet cette fameuse connexion interfluviale. Alors voici une carte qui représente ce canal et la photo satellite de la défluence. Alors le canal du Cassiquiare fait quand même 350 km de long et il relie deux cours d'eau qui ont des sens du courant opposés. Il y a le Haut Orénoque qui s'écoule du sud-est vers le nord-ouest
Et au niveau de la confluence, puisque dans ce canal il y a une défluence en amont et une confluence en aval, le Cassiquiare va rejoindre le Rio Guaina pour former le Rio Negro qui s'écoule en sens inverse. Et vous avez là la photo de cette fameuse défluence qui correspond aussi à l'entrée du canal. Oh, pardon. Dans la partie gauche de la diapositive, vous avez la photo satellite qui montre la confluence quasiment à angle droit avec le Rio Guaina. C'est donc la sortie du canal. Et on voit ici la photo de la confluence de ces deux cours d'eau. Alors ce que l'on note, ce qui interpelle, c'est la différence entre la sortie du canal et son entrée. La différence tant en termes de morphologie, on a ici un cours d'eau gigantesque, alors que l'entrée est vraiment petite, et on a un cours d'eau qui a changé de couleur. On a des eaux noires en sortie, alors qu'en entrée, on a des eaux beiges. Donc on peut parler de canal caméléon qui change de couleur durant son cours. Alors je vais donc vous expliquer un peu ce changement de couleur, ce passage des eaux blanches aux eaux noires. Ici donc vous avez la fameuse défluence du Cassiquiare, et sur la verticale gauche vous avez les principales caractéristiques physico-chimiques de l'eau au niveau de la défluence. Et 350 km en aval, vous avez les mêmes caractéristiques au niveau de la confluence. On voit qu'il y a un effondrement des valeurs de tous les paramètres physico-chimiques. La conductivité électrique, donc, qui représente les éléments dissous dans l'eau, va passer de 14 à 7 microsiemens. La turbidité, qui est une représentation des matières en suspension dans l'eau, va être divisée par 3, elle va passer de 25 à 8 NTU. Et les matières en suspension, elles, vont passer de 44 à 9 mg par litre. Les pH, légèrement acides à l'entrée du canal, de l'ordre de 6, vont chuter jusqu'à 4 au niveau de la sortie du canal. En termes de morphologie, on peut voir que la section de la confluence du canal est bien supérieure à celle de la défluence. À la sortie du canal, on a un canal qui fait 350 km de large alors qu'il ne faisait que 80 km à la défluence. La profondeur du canal est 2 fois supérieure et au final, on a des débits de sortie, c'est une moyenne annuelle, de 2300 m3 par seconde à la sortie du canal. Ça équivaut au débit du Rhin dans son exutoire maritime. Ces débits de sortie sont 7 fois supérieurs aux débits d'entrée, qui eux correspondent à 330 m3 par seconde. Pour se fixer les idées, ça correspond à la moitié des débits de la Garonne à Marmande. Enfin, ça c'est important, il y a 21 mètres de dénivelé entre la défluence et la confluence du canal. C'est important parce que ça confirme que ce canal ne s'écoule que dans un sens. Pendant longtemps, de nombreux hydrologues ont pensé que ce canal s'écoulait dans 2 sens en fonction des différences de niveau d'eau dues aux crues et aux étiages des cours d'eau qu'il desservait. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a une pente de 6 cm par kilomètre. On est dans une zone de pénéplaine, c'est faible cette pente, mais c'est relativement élevé pour une zone de pénéplaine. Alors voici le premier schéma donc, de l'hydrosystème du Cassiquiare, entrée-sortie. Les valeurs correspondent à la période de septembre 2000, donc on était en période de hautes eaux. À l'entrée du canal, on avait 720 m3 par seconde et à la sortie, plus de 5000 m3 par seconde. Alors il faut savoir que cette différence de débit est due à des apports de tributaires de rive gauche qui correspondent à 85% des débits de sortie. Et ces tributaires de rive gauche ont la particularité d'être constitués d'eau noire. Comme vous le voyez sur cette photo, on est dans une zone donc, de pénéplaine, donc il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'érosion, et puis en plus il y a une couverture forestière qui va protéger les sols, et toutes les eaux de pluie vont ruisseler lentement, après une lente infusion dans la litière, et ces eaux vont se charger donc en matière organique dissoute et en acides forestiers, c'est-à-dire les acides selviques et les acides humiques, qui vont faire chuter les pH du canal du Cassiquiare. Donc ce canal, durant ces 350 km, va voir ses caractéristiques morphologiques et biogéochimiques évoluer par le truchement de tous ces tributaires de rive gauche. Maintenant, on va essayer de comprendre comment ce canal a pu se former. Alors, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse probablement la plus plausible est celle proposée par Stern dans une de ses publications de 1970.
Il pense qu'à l'origine, en fait, le Haut-Orénoque se divisait naturellement en deux bras, en amont d'une île fluviale, comme n'importe quel cours d'eau du monde. Et la confluence du petit bras de l'Orénoque, la confluence de ce bras pour rejoindre le cours principal du bras de l'Orénoque, n'était pas loin de la ligne de partage des eaux avec le bassin de l'Amazone. Au sud de cette ligne de partage des eaux, il y avait un cours d'eau qui s'appelait le Rio Pamoni, qui était alimenté par un petit affluent qui, lui également, prenait sa source à proximité de cette ligne de partage des eaux. En période de crue, souvenez-vous de ce que je vous avais dit en début, le marnage important de l'Orénoque. Bon, ici, on est en amont du bassin versant, donc le marnage est plus faible, il est de l'ordre de 4 à 6 mètres quand même. Et en période de crue, donc l'Orénoque allait inonder toute l'île fluviale qui est ici au centre, et puis les zones annexes. Et cette zone d'inondation allait border, allait lécher la limite de partage des eaux avec le bassin de l'Amazone. Et vous voyez ici d'ailleurs les côtes, il y a la limite de partage des eaux était à 123 mètres et puis la zone d'inondation à 118 mètres, il y a un dénivelé vraiment très faible. Hein. Et il est fort probable, on peut très aisément comprendre que lors d'une crue exceptionnelle ou lors d'une série de crues un peu plus fortes que les autres, qu'il y ait eu à ce moment-là un débordement de cette zone d'inondation vers le bassin de l'Amazone. Et on aurait donc eu au final une capture de ce petit affluent du Rio Pamoni, par un phénomène de surverse en crue, et puis une entaille de cette brèche par un phénomène d'érosion régressive. Cette capture, elle a été datée à peu près 10 000 ans, à la limite pléistocène, holocène, d'après des observations étiologiques. Sur la série de diagrammes qui se trouve à droite, on peut voir un peu comment se réalise une capture interfluviale. Dans une zone plane, le cours d'eau a une vitesse faible. Les sédiments auront tendance à se déposer, ce qui va engendrer la naissance de bouchons vaseux dans le lit du cours principal. Et lors de la crue suivante, l'eau aura du mal à circuler dans son lit normal. Et si le niveau monte, il y aura une telle pression sur les berges qu'à un moment, dans un point faible de la berge, il peut y avoir donc une brèche qui va s'ouvrir dans la berge et ce qui va permettre le débordement ou la vulsion au-delà de la berge. Alors en général, on se trouve dans une plaine alluviale et là, il s'avère que de l'autre côté de la ligne de partage des eaux, on se trouve dans le bassin de l'Amazone. Alors, cette photo donc, vous montre la défluence du canal. Alors, contrairement à ce que disent beaucoup d'auteurs se polarisent sur la création de la défluence. En fait, la zone de capture interfluviale, elle s'est produite en aval de l'île fluviale. Donc ici, c'est l'ex-île fluviale. Et il est fort probable que par la suite, il y ait une évolution et une permutation des sources. Parce que si cette défluence continue à se creuser, à voir ses débits augmenter, il est fort possible que la source actuelle de l'Orénoque n'alimente plus que le bassin de l'Amazone, parce que le Cassicar va capter tous les débits qui viennent de l'Orénoque. Et au final, la nouvelle source du bassin de l'Orénoque sera la source du Rio Cunucunuma qui descend du bouclier guyanais au nord. Donc pour résumer, les causes de la formation du canal du Cassicar, c'est probablement une capture par débordement. Il y a probablement aussi eu une action d'une déformation tectonique avec un pendage assez léger vers le bassin de l'Amazone qui aurait facilité les écoulements vers ce bassin. Donc il peut y avoir l'un ou l'autre, ou enfin les deux phénomènes doivent être probablement conjoints. Une autre hypothèse parle d'une brèche due à un éboulement. Enfin, il faut savoir quand même que les premiers chicots du Gondwana, les tipuis, ce sont les roches du Gondwana, on a quand même du mal à penser qu'il ait pu y avoir un éboulement d'un bloc de rocher qui est roulé jusqu'au cours de l'Orénoque, qui ait traversé ce cours pour crever une brèche dans sa baie. D'autant plus qu'il n'y a aucune cicatrice, aucune trace d'un tel bloc de rocher de l'autre côté de l'Orénoque. Alors toujours est-il que cette connexion interfluviale,
Elle sert pour favoriser les déplacements de la faune aquatique, mais également les déplacements de la population du secteur. Alors maintenant, la difficulté, le jeu, je dirais, pour les hydrologues, c'était de définir où passer la limite du bassin versant. Comment définir la limite d'un bassin versant où se trouve une confluence? Alors en fait, il y a deux limites. Il y a la limite en rouge qui va enserrer ce que j'appelle le bassin versant au sens strict, au sein de laquelle toutes les gouttes d'eau de pluie vont converger vers le canal du Cassiquiare. C'est la ligne de partage des eaux classique. Et puis en amont de cette ligne de partage des eaux, eh bien, on a une ligne en jaune qui va enserrer une surface floue de partage des eaux. On ne parle plus d'une ligne de partage des eaux, mais d'une surface floue de partage des eaux, parce que c'est une surface partagée dans laquelle les gouttes de pluie vont alimenter à la fois le bassin de l'Orénoque et à la fois le bassin de l'Amazone. Donc c'était un peu là toute la difficulté de concevoir un peu une nouvelle notion de contour de bassin versant lorsqu'il y a une défluence. Alors pour conclure sur le Cassiquiare, il s'agit donc d'une défluence franche. Qu'est-ce que j'appelle une défluence franche? C'est une défluence qui s'écoule que dans un sens durant tout le cycle hydrologique. Elle est donc unique au monde par son gigantisme. On peut parler d'un canal caméléon qui voit ses eaux blanches se transformer en eau noire. Il y a bien une seule source qui va alimenter deux fleuves et deux bassins différents, et qui plus est, les exutoires de ces deux bassins sont très éloignés. Il y a plus de 1500 km entre le delta de l'Amazone et le delta de l'Orénoque. Et au final, eh bien, le haut cours de l'Orénoque, un quart du débit du haut cours de l'Orénoque va filer vers l'Amazone. Ça correspond seulement à 0,15% du débit de l'Amazone à son delta. Vous vous souvenez des volumes dont je vous avais parlé en début d'exposé. Et ça correspond, ces pertes du haut Orénoque correspondent à moins de 1% du débit de l'Orénoque à son delta. Alors, je termine là donc la première partie, qui était la partie la plus importante de l'exposé, avec cette photo des méandres du Cassiquiare dans cette immense pénéplaine. Et puis, je vais aborder la deuxième partie qui sera vraiment beaucoup plus rapide, bien qu'elle va traiter d'une dizaine de connexions interfluviales. Alors, voilà, donc un petit tour de la planète assez original. Nous allons donc quitter la zone du canal du Cassiquiare pour nous diriger un peu plus au sud dans le continent. On va aller au Brésil, dans un site qui porte bien son nom, puisqu'il s'agit de Lagoa dos Três Rios. Il y a des Brésiliens dans la salle, je ne sais pas s'ils ont entendu parler de ces connexions interfluviales. Il s'agit là de petites zones marécageuses. Alors Lagoa dos Três Rios, donc ça veut dire la lagune aux trois cours d'eau. Et on se trouve dans un lac marécageux de crête qui, quand il sera plein, va déborder sur deux bassins versants, à la fois le bassin du fleuve Tocantins et à la fois le fleuve San Francisco. Vous avez ici une vision plus globale de ces fleuves qui ont plusieurs milliers de kilomètres de long. Le fleuve Tocantins débouche dans l'Atlantique au sud du delta de l'Amazone, et le fleuve San Francisco va traverser la zone semi-aride du nord-est brésilien et va déboucher au sud de la pointe orientale de l'Amérique du Sud. Vous avez ici la localisation de cette connexion interfluviale. Maintenant, nous restons au Brésil, nous allons un peu plus au sud, vers la capitale fédérale, Brasilia, et on va se trouver à une quarantaine de kilomètres au nord de la capitale, dans une autre zone marécageuse, très petite, elle fait 5 km de long, et elle s'appelle Planaltina. Il y a d'ailleurs une réserve hydrologique, écologique dans ce secteur. Alors, c'est la même chose, quand ce marécage déborde en saison des pluies, il va alimenter de nouveau le fleuve Tocantins, et au sud, le Rio Paraná, qui est un affluent le fleuve Paraná qui va déboucher dans l'estuaire Mar del Plata au niveau de Buenos Aires. Maintenant, nous allons quitter
les petites zones marécageuses pour nous orienter vers l'extrême, c'est-à-dire une des plus grandes zones humides de la planète, qui se situe à la frontière entre la Bolivie et le Brésil. Il s'agit du Pantanal, qu'on peut considérer un peu comme le plus grand marécage du monde, avec une superficie inférieure à 200 000 km². Alors il faut savoir, alors voici donc une photo du Pantanal qui couvre donc toute la tache vert clair située au cœur du continent sud-américain. Quand on regarde cette photo, ça fait penser à une éponge qui est pleine d'eau, avec des flaques d'eau au-dessus. Le Pantanal est constitué donc d'une myriade de lacs. En saison des pluies, ces lacs vont monter de niveau, vont déborder, et de nombreux d'entre eux vont être interconnectés. Et alors, au nord de cette région, du Pantanal, se trouve un isthme qui permet de relier hydrologiquement à la fois le Rio Madeira, qui est un affluent de l'Amazone, et à l'est, le Rio Paraná. Et cela explique la présence des mêmes espèces de poissons dans les deux bassins versants. Mais alors, beaucoup plus curieux, c'est au sud-ouest, à environ 170 km de cette défluence intermittente, ce n'est pas une défluence pérenne. On se trouve dans un secteur qui s'appelle Banhados de Isozog. Banhados, ça veut dire les marécages de Isozog. Et on est dans une dépression tectonique qui est alimentée par un cours d'eau qui s'appelle le Rio Parapeti, qui fait quand même 500 km de long. En saison des pluies, cette dépression marécageuse va déborder pour envoyer une dizaine de mètres cubes par seconde encore dans le Rio Madeira. Mais lorsque l'on fait le bilan hydrologique de cette dépression, on se rend compte qu'il y a des pertes d'eau de l'ordre de 80 mètres cubes par seconde qui vont alimenter le Rio Paraguay, qui est un affluent du fleuve Paraná. Et cette alimentation se fait de manière souterraine. Donc on a une défluence de deux types, une défluence aérienne pour le bassin de l'Amazone et une défluence souterraine pour le bassin du Paraná, ce qui constitue une curiosité. Nous allons maintenant quitter l'Amérique du Sud pour nous diriger vers l'Amérique du Nord et on va aller aux USA, dans la chaîne des montagnes rocheuses, dans l'état du Wyoming, où l'on va trouver un lac de crête, un lac d'altitude d'une dizaine de kilomètres carrés qui, en saison des pluies, va déborder sur les deux versants de la chaîne des montagnes rocheuses. Donc il va alimenter à la fois le Pacifique, l'océan Pacifique, par le truchement du fleuve Colorado, et à la fois le golfe du Mexique par le fleuve Mississippi. En transitant, les débordements vont transiter par un affluent du Yellowstone, qui est lui-même un affluent du Missouri, et ensuite du fleuve Mississippi. Alors cette photo est peu banale, parce qu'en général, quand on est en montagne et qu'on voit un lac, on voit le lac a un ou plusieurs tributaires et un seul exutoire. Mais là, c'est le phénomène inverse. Il y a un seul tributaire, qui est le North Ocean Creek, qui va alimenter ce lac, mais ce lac aura deux exutoires. Un exutoire qui va permettre d'alimenter chaque versant de la cordillère de la chaîne des montagnes rocheuses. Nous continuons notre voyage plus au nord, vers le Canada. Alors, on va quitter les petits lacs pour se diriger vers le plus grand lac d'eau douce du monde, à deux exutoires. C'est le lac Wollaston. C'est un lac qui est gelé l'hiver et qui fait 2300 km². Alors ce lac, quand il déborde, c'est toujours des phénomènes saisonniers, à la fonte des neiges et des glaces. Quand ce lac déborde, un débordement se dirigera vers la mer de Beaufort, dans l'océan Arctique, par le truchement du fleuve Mackenzie. Et le deuxième débordement aura lieu, va se diriger vers le fleuve Churchill, qui lui va alimenter la baie d'Hudson. Voici donc une vue globale de cette connexion interfluviale entre ces deux fameux bassins.
Et un peu plus au sud donc, de ce fameux lac Wollaston se trouve un autre lac qui s'appelle le lac Winnipeg, qui lui est relié. Alors le lac Winnipeg donc, a un exutoire vers la baie d'Hudson par le fleuve Nelson. Et à mi-chemin, le fleuve Nelson est relié au fleuve Hayes, qui circule tout à fait parallèlement au fleuve Nelson. Il est relié par un cours d'eau qui s'appelle l'Eshimamish River. Alors l'Eshimamish River, ça veut dire le cours d'eau qui circule dans les deux sens. C'est un cours d'eau peu profond, dont la faible profondeur est cependant entretenue par des barrages de castors. Alors il faut savoir que les explorateurs et les chasseurs de fourrure, lors de la conquête, avaient l'habitude de quitter la baie d'Hudson et de remonter le fleuve Hayes parce que le bas-cours du fleuve Nelson était difficilement praticable. Ils remontaient le fleuve Hayes en canoë et rejoignaient le fleuve Nelson pour accéder au lac Winnipeg durant leur campagne de chasse à la fourrure. Maintenant, nous allons nous diriger, après avoir vu quelques cas de connexion interbassin dans les deux Amériques, nous allons nous diriger vers l'Europe. L'Europe du Nord, nous allons en Suède, à la frontière avec la Finlande. Et là, on va trouver le deuxième exemple qui existe au monde de défluence franche. Il s'agit du canal du Tarendo-Elf. C'est un canal d'une cinquantaine de kilomètres qui va dévier plus de la moitié du courant du fleuve Torne pour l'envoyer vers un fleuve qui circule parallèlement au fleuve Torne qui s'appelle le fleuve Calix. Alors on est à une centaine de kilomètres au nord du cercle polaire. Le fleuve Torne fait 520 km de long, c'est le fleuve le plus long de Suède et sa partie inférieure constitue la frontière avec la Finlande. Alors c'est le deuxième exemple de vraie défluence, franche, interbassin, après l'exemple du Cassiquiare. Et on pense que cette capture s'est créée de la même manière que pour le canal du Cassiquiare, par un embâcle qui a permis de détourner une partie des eaux du fleuve Torne. Ces deux fleuves circulent de manière parallèle et ont deux exutoires dans la mer de Botnie, dans la baie de Botnie, au nord de la mer Baltique, deux exutoires séparés d'une vingtaine de kilomètres l'un et l'autre. Maintenant, nous allons nous diriger vers chez nous. Il faut bien qu'il y ait quand même un cas de défluence en France. On va dans le massif du Jura, en Franche-Comté, pour étudier un phénomène assez curieux qui est la résurgence de la loue. Voilà, alors la source de la loue, donc la loue sort d'une cavité dans un massif calcaire qui se trouve au fond d'une reculée karstique dans le massif du Jura. Voici le point bleu qui marque la résurgence de la loue, et la loue est un affluent du Doubs. Alors le Doubs a un cours qui est marqué par une immense boucle. Le Doubs va confluer avec la Saône et la Saône avec le Rhône au niveau de Lyon. La source du Doubs est à Mout, à proximité de Mout, qui est considérée comme étant la localité la plus froide de France. Je crois qu'il y a des températures qui ont descendu en dessous de 30 degrés certains hivers. Alors, il était question de savoir d'où provenaient les eaux de la Loue. Et on s'est rendu compte que dans le haut cours du Doubs, il y avait des pertes qui alimentaient la Loue. Mais le Doubs, qui était soucieux de récupérer ses eaux, a eu l'idée de faire une grande courbe pour aller les récupérer plus bas, puisque la Loue est un affluent du Doubs. Alors, la question est de savoir, mais comment a pu-t-on mettre en évidence les pertes du Doubs ? Ça s'est fait de manière tout à fait fortuite et accidentelle. Il faut savoir qu'en 1901, à Pontarlier, il y a eu un incendie dans l'usine Pernod. Et pour éviter une propagation de l'incendie, les pompiers et les employés de l'usine ont eu l'idée de jeter 600 000 litres d'absinthe dans le cours du Doubs. À la plus grande joie de la garnison de Pontarlier, qui s'est précipitée dans le fleuve avec ses casques, puisqu'ils profitaient d'un apéritif gratuit. Et le lendemain, les pêcheurs
dans la Loue, ont eu le bonheur de pêcher des poissons déjà parfumés, prêts à rentrer au four. Et ils ont remarqué également que la couleur de la Loue et son odeur avaient changé. Et c'était devenu assez agréable, quoi. Il ne restait plus qu'à faire la pétanque après, quoi. Alors il s'agissait en fait là de la première coloration de l'histoire de l'hydrologie, qui a été confirmée par la suite par le célèbre spéléologue français, Édouard Alfred Martel, qui a jeté des bidons de fluorocéine dans la zone de faille qui se trouvait en aval de l'usine Pernod. Alors maintenant, nous quittons l'Europe et nous allons faire un saut rapide vers le cœur du continent africain, comme je l'ai annoncé au début. Nous nous dirigeons vers le lac Tchad. Alors le lac Tchad est alimenté par deux cours d'eau, là, le Charier et le Logone. Un de ces deux cours d'eau, le fleuve Logone, donc c'est un lac endoréique, on est d'accord. Eh bien, en saison des crues, en saison des pluies, donc, le Logone va perdre, certains débits du Logone vont se diriger vers la rivière Benoué, qui est un affluent du fleuve Niger, qui va déboucher dans le golfe de Guinée. Alors ces pertes du Logone sont pas des pertes souterraines, hein, des pertes superficielles, se produisent dans deux zones, le secteur d'Éré et le secteur de Dana. Elles se dirigent vers la dépression de Toubouri, qui va alimenter le Mayo-Kébi, qui est un affluent de la Benoué, donc par la suite du Niger. D'ailleurs, le Mayo-Kébi avait fait l'objet de nombreuses études de l'Orstom il y a quelques décennies de cela. Et voici donc ici le lac Tchad. Alors je vais conclure donc avec cette conférence pour simplement signaler que les connexions interfluviales sont rares et elles sont de différents types. On a vu qu'il y avait des lacs et des marécages de crête à deux exutoires. Hein, c'est le petit marécage de Planaltina, c'est le cas du grand marécage du Pantanal. C'est le cas aussi de lacs dans la chaîne des montagnes rocheuses, le North Ocean Pass, qui mérite bien son nom. C'est le grand lac Wollaston au Canada. Il y a aussi des défluences intermittentes par déversement en saison des pluies. C'est le cas du Logone, qui alimente le lac Tchad. Il y a des défluences souterraines, on parle de pertes, hein, dans ce cas-là, c'est les pertes du Doubs qui vont alimenter la Loue. En fait, il y a beaucoup d'exemples de défluences souterraines de par le monde. Il y a aussi les fameuses pertes du Danube en Allemagne qui vont alimenter le Rhin qui s'écoule en sens inverse. Hein. Et puis il y a des défluences mixtes, par exemple les fameuses les marécages de Isozog qui vont alimenter le haut cours du Rio Madeira par écoulement superficiel et le haut cours du Rio Paraguay par écoulement souterrain. Mais des défluences franches, hein, ce que j'appellerais des défluences pur sucre, qui s'écoulent toute l'année dans un sens unique, eh bien il n'y en a que deux, à ma connaissance. C'est le canal du Tarando-Elf en Suède, et c'est un petit canal au final, hein, c'est 50 km de long, 80 m3 par seconde. Et puis le fameux canal du Cassicar, on est dans une autre échelle, 350 km de long, 2300 m3 par seconde à l'exutoire, qui se trouve en Venezuela. J'ai mis des points d'interrogation. Parce qu'il y en a peut-être d'autres, peut-être que certains d'entre vous en connaissent une troisième, et dans ce cas-là, je serais vraiment heureux de l'apprendre. Alors le Cassicar, c'est la seule défluence donc à sens unique. Elle va alimenter deux bassins versants. Ce canal va alimenter deux bassins versants avec des deltas très éloignés, hein, qui sont séparés de 1500 km de chaque côté du bouclier guyanais. Alors je termine avec cette photo du cours moyen du fleuve Congo. Bon, parce qu'il montre un ensemble d'effluences et de confluences de part et d'autre d'îles fluviales. On est dans un secteur où le fleuve a un cours en tresse, hein, un réseau très anastomosé. La largeur du fleuve là est de 17 km et ce site s'appelle le Sandy Beach. Alors je vous remercie de votre présence et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci.